Chacun chez soi, mais ensemble. Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont parlé, donc ce matin se parlent même actuellement via vidéoconférence. Les deux leaders ont des choses à se dire et cette réunion a été annoncée en ces termes par le Kremlin hier. On va voir justement les annonces de cette rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, justement, Margot Haddad, que la Chine et la Russie sont de plus en plus proches ? Alors oui et non. Sur un plan économique, oui. Sur un plan politique, non. Puisque la Chine se distance tout de même de la Russie par rapport à l'Ukraine, puisqu'on pensait tout de même à une guerre éclair, la Chine aussi, et ils se rendent compte finalement que là, ils s'allient forcément à un pays qui est en train de perdre du terrain. Mais économiquement, la Chine a besoin de la Russie, puisqu'elle a des tarifs privilégiés, notamment sur l'énergie et également sur l'agriculture. Et ça, c'est très important pour Xi Jinping, surtout que la croissance est extrêmement faible, je le rappelle. C'est la plus faible croissance en 4 décennies pour la Chine. Donc, à la suite de la pandémie de Covid, ils ne s'en sont toujours pas remis. Donc, ils ont besoin de la Russie sur un plan économique. Et d'ailleurs, Peskov, le porte-parole du Kremlin, l'a dit, ça va surtout se concentrer sur le volume des échanges économiques entre la Chine et la Russie. Donc, on parle bien de relations bilatérales économiques, surtout concernant l'énergie, puisque la Russie a fait en sorte d'accélérer l'approvisionnement du gazoduc en Sibérie vers la Chine. Et en 2024, il prévoit un nouveau gisement pour la Chine à travers la Mongolie vers la Chine. Alors justement, on l'a vu tout à l'heure, donc l'annonce officielle par le Kremlin donc, de cette rencontre. Vous l'avez dit, pour l'instant, le mot militaire, bien sûr, n'est jamais évoqué. Voilà, l'échange de points de vue sur les problèmes régionaux les plus aigus. Voilà, chaque mot est choisi, bien sûr, sera très important entre donc, Vladimir Poutine et Xi Jinping lors de leur rencontre. Certains problèmes, entre parenthèses, nous sont plus proches. Lesquels, on ne sait pas, et d'autres sont plus proches de la Chine. Quand on voit ça, Denis Strelkov, c'est assez étonnant parce que depuis le début, on ne sait pas à quel jeu véritablement joue la Chine. Alors, ils veulent en même temps commercer avec la Russie, mais en même temps, ils ne veulent pas se défaire du commerce avec l'Occident. Absolument, vous voyez, donc c'est un jeu qui est assez difficile pour la Chine car en fait effectivement il y a toujours la Russie qui veut deux choses. Elle veut tout d'abord des armes, donc ça elle n'a pas caché depuis le début de la guerre car il y a de plus en plus de difficultés en Ukraine avec de nouvelles armes occidentales et surtout qui arrivent vers le terrain. Mais par contre elle veut aussi montrer l'image à tout le monde qu'on n'est pas seul sur le terrain diplomatique. Ça devient de plus en plus compliqué, mais c'est quand même l'idée pour Poutine de montrer qu'effectivement on est soutenu par d'autres pays. Car vous vous souvenez bien que même si en Europe, l'Ukraine a un soutien absolu ou presque de tous les pays, ce n'est pas le cas notamment en Amérique du Sud, ce n'est pas le cas également en Asie, donc la Russie a beaucoup de choses à gagner et c'est effectivement en montrant que si jamais vous êtes à notre côté, vous êtes côté de la Russie, de la Chine, c'est comme ça qu'on va tous gagner cette guerre économique. Et puis il faut aussi le rappeler que même si à Moscou, on ne sent pas effectivement le poids commercial de la Chine, ce ne se voit pas à l'œil nu, c'était toujours plus facile à Moscou d'acheter des produits occidentaux que celles venant de la Chine. Ce n'est pas du tout le cas à Vladivostok, ce n'est pas le cas dans d'autres coins de la Russie. Donc il y a effectivement les coins russes qui sont beaucoup plus proches de manière économique de la Chine que d'autres pays du monde. Donc c'est pour ça que pour Vladimir Poutine, ce jeu d'influence chinoise, il n'est pas du tout perdu pour l'instant. Ce que vous êtes en train de nous dire aussi, Denis Strelkov, c'est qu'il est plus important aussi pour Vladimir Poutine de dire qu'il a une relation aujourd'hui proche avec Xi Jinping qui pèse avec la Chine énormément qu'avec d'autres pays, par exemple même d'Asie centrale, qui sont moins forts économiquement en fait. Surtout qu'il ne peut pas, bien évidemment, montrer qu'il a des fortes relations avec les États-Unis, par exemple. C'est sûr que jamais Vladimir Poutine aurait dû choisir entre la Chine, les États-Unis, la France et d'autres pays. Peut-être elle aurait pu faire un autre choix. Mais là, les options de Poutine sont extrêmement limitées. C'est ça le problème également. Alors, vous l'avez dit, en effet, ces relations entre la Chine et la Russie n'ont jamais cessé économiquement. Il y a juste un chiffre. Le commerce bilatéral entre la Chine et la Russie a atteint un niveau record cette année. 172 milliards de dollars. Il s'agit d'un bond de 32% en un an, Macha Konakova. C'est-à-dire que sur la Chine, aujourd'hui, on a pensé à un moment que la Chine pourrait aider à résoudre ce conflit. Pour l'instant, elle y gagne plutôt. Matière économique. Je pense que oui, chacun son intérêt et cette alliance qui ne me plaît pas du tout, honnêtement. Donc, ukrainienne, je me méfierais parce que vous savez aussi, ce qui est intéressant, qu'au mois de février, ils se sont rencontrés les deux leaders de deux grands pays avec un statut plutôt favorable pour eux-mêmes et pour leur peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même cas parce que la Chine souffre de Covid et la Russie souffre de pertes sur le terrain en Ukraine. Donc, oui, et c'est vrai que ça a augmenté jusqu'à 30% le chiffre d'affaires.
par exemple, en Inde, ils ont augmenté en 2,5 donc 2,5 fois, ils ont des chiffres d'affaires qui sont augmentés. En Iran, c'est 20%. Donc les relations, ils cherchent ses alliés et pour l'instant, l'argent gagne. Vincent Arbarottier, oui. sur justement ces relations entre la Chine et la Russie, on a l'impression aujourd'hui véritablement que la Chine est en train finalement de prendre presque possession d'une partie de la Russie, parce que la Russie ne peut pas forcément compenser ses pertes avec la fin des marchés en Occident, la fin des ventes et ces entreprises qui sont parties. On sait que la Chine ne suffira pas et pourtant elle gagne de plus en plus de marchés sur place. Alors en fait, sur un plan à la fois des relations internationales et sur le plan, je dirais, plus militaire, la Chine a besoin de la Russie. En fait, la Chine a besoin de la Russie parce que dans la mesure où elle a besoin d'avoir un allié et en même temps quelqu'un qui puisse faire diversion par rapport à son problème avec Taïwan. Parce que, en fait, la Chine, c'est la première marine du monde en nombre d'unités, pas en tonnage. La Russie, c'est la 3e marine du monde. Et entre les deux, vous avez les États-Unis. Alors, bien sûr, les États-Unis ont plus de porte-avions, ils ont un tonnage plus important, ils sont censés être plus entraînés. Mais la Chine, en fait, a besoin d'un soutien russe, même, je dirais, inerte, simplement au sein du Conseil de sécurité, parce que la Chine continuera toujours à revendiquer Taïwan. Mais d'un autre côté aussi, ces relations entre la Chine et la Russie pourraient permettre de trouver peut-être une voie diplomatique. Parce que vous vous souvenez qu'un peu avant Noël, le président allemand Steinmeier avait longuement conversé téléphoniquement avec le président Xi Jinping. Et le but de Steinmeier, c'était de dire à Xi Jinping, essayez de persuader Poutine de trouver une troisième voie, d'arrêter de faire la guerre. C'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'on a l'impression tout le temps, on voit d'ailleurs des messages même sur les réseaux sociaux, la Chine lâche la Russie. En fait, ce n'est jamais le cas. Non, en fait, la Chine peut influer sur la Russie. Elle peut aussi lui dire, maintenant, vous arrêtez, on ne peut plus... elle peut exercer une pression, pas un chantage, mais une pression sur la Russie. Denis Strelkov. Il y a des choses. Tout d'abord, je voulais juste revenir un peu sur les mots que vous venez de prononcer sur la marine russe. Effectivement, c'est une marine qui est extrêmement importante. C'est les deuxièmes dans le monde, comme vous l'avez dit. Mais par contre, pour les navires militaires russes, ils sont pour la plupart bloqués maintenant à côté de Saint-Pétersbourg, donc dans la mer de Baltique. En fait, même s'il en a besoin effectivement dans la mer Noire, et il ne peut pas y arriver parce qu'il n'a pas de moyen d'achever ses bateaux jusqu'à les tiers militaires. Il y a eu des manœuvres sino-russes il y a très peu de temps, navales. C'est ça, mais en fait, il n'y a pas tous les navires qui peuvent Non, mais une bonne partie. Bloquée. Car ce soutien de la Chine, c'est aussi important de dire que si jamais il y a des sanctions chinoises qui tombent sur la Russie, effectivement, il n'y a plus de soutien du tout. Car il faut vendre le pétrole quelque part. Maintenant, c'est vendu également en Chine. Si jamais il y a encore ce robinet qui est coupé pour les Russes, effectivement, la Russie sera obligée d'arrêter cette guerre parce que économiquement, ce ne sera pas possible. Mais pour l'instant, ce n'est pas le choix qui est privilégié par les Chinois. Sauf que, juste une pensée, hier, vous savez que Kiev et l'Ukraine a été bombardée et 69 roquettes 54 a été tirées par les systèmes anti-aériens. Et on se dit, en tout cas, je parle de moi, est-ce que la Russie économise leur stock de roquettes? Pourquoi ils n'ont pas lancé 120 quand c'était prévu? En tout cas, ça a été dans notre bouche à l'oreille, on a entendu parler de ça. Donc, ma question est, est-ce que ce sera leur rencontre aussi de parler, fabriquez-nous, comme on le fait par exemple avec l'Iran, avec les drones? C'est pas les drones directs aujourd'hui qui arrivent en Russie, c'est les éléments qui sont nécessaires, qui après en Russie, vous voyez ce que je peux dire? Bien sûr, oui, jamais dans le fois que vous savez qu'économiquement, et le peuple chinois, c'est très doué pour fabriquer les choses, pour copier. On sait très bien dans quel niveau. Mais on le sait, ça aussi. La crainte de la Chine, c'est justement ce soutien militaire à la Russie, parce que ce qu'ils ne veulent absolument pas, c'est que l'Occident sanctionne leurs entreprises. Totalement. Et puis, surtout que la Chine a besoin de l'Europe. Et donc, c'est pour ça qu'elle a cette position d'équilibriste également, puisque la Chine a été très surprise, elle connaissait la position américaine par rapport à l'Ukraine, mais elle a été très surprise de l'unité de l'Europe face au conflit ukrainien. Et on le sait, les deux leaders s'admirent. Ce sont deux leaders autoritaires, Xi Jinping, Vladimir Poutine. Ils ont une très bonne relation. Mais il y a une ligne rouge pour Xi Jinping qui est le nucléaire. Parce que ça renverrait un message aussi à la région Pacifique, concernant notamment le Japon et la Corée du Sud qui voudraient avoir l'armement nucléaire. Et ça, c'est un non catégorique du côté
côté de Xi Jinping. Et aussi, pour reprendre vos mots, concernant d'essayer d'attirer l'œil autre part, c'est véritablement sa stratégie à lui. Il est bien content que la Russie ait des positions en Syrie, en Libye, pour que les Occidentaux et les Américains ne regardent pas ce qui se passe du côté de Taïwan. Et ça, il veut garder cette position-là, en tous les cas pour le moment. Donc je ne pense pas du tout que militairement Xi Jinping ira de ce côté-là. Alors on va entendre justement... Pardon. Je voudrais juste dire heureusement. On va entendre le ministre des Affaires étrangères chinois sur cette bonne relation et qui pense qu'il va, que cette relation va perdurer entre la Russie et la Chine. On écoute donc le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi. Nous développerons la diplomatie de manière coordonnée. Nous allons approfondir la confiance mutuelle, stratégique et la coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et la Russie. Nous allons renforcer le partenariat stratégique global de la coordination sino-russe. Voilà, Denis Strelkov, renforcer la coopération. Margot Haddad en parlait tout à l'heure, c'était assez intéressant. La semaine dernière, Vladimir Poutine a lancé l'exploitation d'un gisement de gaz en Sibérie qui doit permettre des exportations vers la Chine. La Russie prévoit également la construction en 2024 du gazoduc Force de Sibérie 2 pour alimenter Pékin via la Mongolie. Donc on voit véritablement que est en train de se tisser vraiment un maillage entre les deux pays. Quand même. Écoutez, c'est pas nouveau. Donc c'est quand même quelque chose qui a commencé bien avant même les guerres en Ukraine, car vous voyez, ces projets de gazoduc ne sont pas construits au jour de la demande. Ce sont des projets qui sont extrêmement compliqués, extrêmement chers. Et aussi, ça fait en quelque sorte peur même en Russie que ça ne fonctionne pas. Parce que vous imaginez le quantité d'argent qui était investi, par exemple, dans le projet de gazoduc en Allemagne, donc c'est Nord Stream 2. Donc ce sont des milliards et des milliards d'euros qui ont été investis par Gazprom et par la Russie également. Et maintenant, ce sont de l'argent perdu. Et donc, si jamais on peut imaginer que ce sera le même cas qui va se passer pour la Chine, si jamais il y a eu un problème diplomatique avec les pays de l'Asie, et si ça ne fonctionne pas, ce sera une frappe extrêmement dure, même pas uniquement pour la Russie économiquement, mais aussi pour le régime de Vladimir Poutine, car les projets économiques et ce soutien de la Chine étaient revendiqués plusieurs fois par Vladimir Poutine, et si on imagine que ce sera un soutien perdu, on peut imaginer que le régime ne même, peut-être, c'est pas qu'il ne va pas tenir, mais il y aura des changements structurels dans l'élite russe. Donc tout ça, c'est extrêmement important pour la Russie que ces projets de gazoduc fonctionnent, surtout que la Russie a besoin de l'argent pétrolier, donc je vous rappelle que même ça fait l'export du pétrole, ça fait une partie majeure du budget russe, donc c'était même le cas pendant la guerre avec la hausse des prix du pétrole, et même si maintenant on imagine que la Russie va perdre tout cet argent-là, il n'y aura plus d'argent pour soutenir ni la guerre en Ukraine, ni la population. Un mot de Strelkov, est-ce que Vladimir Poutine est soutenu par justement les élites, comme vous dites, russes, dans ce rapprochement avec la Chine? Je ne parle pas depuis la guerre en Ukraine, mais avant. Est-ce que ce projet est soutenu, ou on sait qu'il y a eu quelques frictions, que tous ne sont pas très fans? Écoutez, c'est très difficile de parler qu'est-ce qui se passe réellement dans les élites russes, parce qu'on a très peu d'informations dans ce qui se passe vraiment au Kremlin, mais par contre, on a bien vu qu'il y a plusieurs diplomates qui sont rendus en Chine. Il y a eu des hommes d'affaires qui ont eu des projets avec les Chinois. Donc, de manière, si vous voulez, de manière globale, de manière des droits de l'homme, par exemple, il n'y a pas des choses qui clochent dans cette relation-là. La Russie et les hommes d'affaires russes n'ont jamais eu problème de faire du business. Par contre, il y a aussi eu des hommes d'affaires chinois qui ont investi beaucoup d'argent en Russie. Donc, c'est notamment le cas, par exemple, au côté du lac Baïkal. Et là, il y a eu quelques mouvements de contestation locale concernant ces relations avec la Chine, car les investissements chinois, notamment en matière d'écologie, parfois, ça ne fonctionne pas si bien que ça entre les deux. Là, on voit la visite de Dmitri Medvedev en Chine. C'était en novembre dernier, donc l'ancien président russe et 21 décembre, pardon, l'ancien président russe et ancien Premier ministre russe également. Donc en visite, vous le voyez, officiel en Chine, Margot Haddad. Oui, non, il y a une volonté aussi du côté de la Russie. C'était une théorie donnée par Alexandre Douguine, qui est un peu l'idéologue proche du Kremlin, qui est une volonté de ne dépendre que de soi, de vivre en autarcie. Donc cette
augmentation des échanges avec la Chine, une autre puissance, eh bien c'est là où il y a quelques divisions au sein même de l'élite russe. Oui, alors une chose aussi, Vincent Arbaretier, d'après vous, qu'est-ce qui rapproche aussi finalement ces deux hommes, ces deux puissances voilà, qui se disent puissants, notamment en Russie, Vladimir Poutine et Xi Jinping. C'est-à-dire on a bien compris que militairement, il n'y aurait pas d'aide, je pense, à la Chine envers la Russie par rapport à l'Ukraine. Mais est-ce que c'est deux projets de société qui se rencontrent ? En fait, ce sont deux régimes qui, par certains aspects, se ressemblent. C'est-à-dire que vous avez, notamment la Chine, se réclame encore de l'héritage communiste, ce qui n'est plus le cas de la Russie, même si en réalité le type de société est assez marqué. Voilà. Qui sont tous nés à l'Union soviétique. Voilà. Donc, en fait, d'un côté, vous avez cet héritage, avoué ou non, et puis d'un autre côté, vous avez cette capacité à s'adapter au monde capitaliste. Alors, géré de manière différente, peut-être plus mafieuse du côté russe. Alors, chez les Chinois, je ne dirais pas que c'est mafieux, parce qu'on a l'impression que le régime contrôle quand même beaucoup mieux ces oligarques. Et je me demande si la notion d'oligarque est encore valable en Chine, parce qu'on a l'impression que ce sont des gens qui ont une double casquette, qui sont à la fois des hauts fonctionnaires et des hommes d'affaires. Enfin, l'État chinois est encore très présent dans les affaires et sans doute arrive à mieux gérer ces affaires que peut-être que l'État russe, qui est peut-être plus faible par rapport à ces oligarques, encore qu'il y a des oligarques qui disparaissent de manière troublante. Oui. Donc voilà. Mais si vous voulez, oui, ce sont deux hommes. Et puis ce sont deux hommes en difficulté. Poutine, lui, il s'est lancé dans une guerre qu'il n'arrive pas à gagner sur le terrain. Et finalement, il s'isole. Et puis Xi Jinping, il a une autre difficulté, c'est celle du Covid, par rapport à sa propre opinion publique, avec des gens qui manifestent, qui osent dire mort au régime. Voilà. Donc voilà, oui, ils se ressemblent. Mais en même temps, Masha Kolakova, est-ce qu'on peut parler même d'axe anti-Occident chez les deux ? C'est ça qui est assez étonnant. C'est que, par exemple, la Chine... Vous lisez mes pensées. Mais bien sûr, parce que la Chine, en effet, a besoin de l'Occident pour vivre, pour faire fonctionner ses usines, comme nous avons besoin de la Chine. On le voit avec le Covid et les médicaments, tout simplement. Mais on voit aussi dans leur réflexion qu'il y a cet axe vraiment anti-libéral, anti-Occident qui est en train de se créer, quoi. Je pense que c'est les ambitions impérialistes qui sont présentes visiblement dans le régime Poutine, mais je ne peux pas parler de la part de leaders chinois. Mais à mon avis, honnêtement, quand on avait toutes nos réunions ici en Allemagne, où c'était pour se réunir et dire qu'est-ce qu'on va faire en fait contre cette crise, c'était ma pensée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils se réunissent aussi, peut-être sans les caméras, et de quoi ils parlent ? Et donc, pour moi, c'est évident qu'il y a des mouvements dans ce sens-là, parce que, bien sûr, même il y a un monsieur des États-Unis qui a dit que le seul concurrent pour être leader au monde, c'est la Chine. La Chine, oui, c'est ça. Denis Rekov, on se souvient d'ailleurs on va dire, ce pacte entre les deux, Xi Jinping, Vladimir Poutine, juste avant l'entrée de la Russie en Ukraine, qui était au moment des Jeux Olympiques de Pékin. C'est là. Exactement, parce que en fait, quand on a vu que c'était Vladimir Poutine qui s'est rendu en Chine pour les Jeux Olympiques, on dirait aussi qu'il n'a pas commencé cette invasion en Ukraine pendant les Jeux Olympiques, parce que c'était aussi la demande de Xi Jinping, pour qui les Jeux Olympiques de Pékin c'était un projet majeur, donc il ne fallait pas, surtout que si vous voulez, se perd sur le fond d'information sur la guerre en Ukraine. Mais je pense que ici c'est important de rappeler que la Russie s'est inspirée de plusieurs choses en Chine. Donc en fait, la Chine a réussi à construire la société de surveillance. C'est aussi le cas en Russie. Il y a un grand changement au moment, disons, en 2012 plutôt, quand il y a eu Vladimir Poutine qui est redevenu président après Dmitry Medvedev. Je me rappelle qu'à l'époque, Dmitry Medvedev, c'était quelqu'un de libéral. Tout à fait. Oui, l'Occident l'aimait beaucoup. Il y a eu plusieurs réformes qui venaient plutôt dans le sens des États-Unis, je dirais, au niveau politique, dans le sens de la Chine. Et puis, c'est Vladimir Poutine qui arrive au pouvoir et il essaie de reconstruire en quelque sorte les sociétés chinoises en Russie. Donc, avec tous les modèles de surveillance qu'on peut imaginer, parce que même maintenant, si vous allez à Moscou, vous allez voir qu'il y a des caméras de surveillance partout. Vous ne pouvez même pas entrer dans un seul bâtiment à Moscou, ou presque, sans avoir été vu et identifié par des caméras. Donc ça, on peut dire que Vladimir Poutine a tout à fait construit un modèle chinois en Russie, mais par contre, du point de vue économique, il a voulu aussi faire une chose pareille, que ce sera vraiment un pays qui est prospère de manière économique, et ça, effectivement, il n'a pas réussi, car le poids économique de la Russie, il n'est pas du tout le même que le chinois. C'est ça, oui, Margot. Non, dans les relations bilatérales, c'est très important
regardez qui parle le même langage. On a vu aussi au milieu de ce conflit en Ukraine qui sont les nouveaux pions qui ont été mis au milieu du terrain de jeu, c'est-à-dire Erdogan du côté de la Turquie, qui est aussi un autocrate, et également Mohamed Ben Salman du côté de l'Arabie Saoudite, et maintenant donc Xi Jinping. Donc c'est ce caractère autoritaire qui ont le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire d'être au pouvoir depuis des années et d'essayer de garder le pouvoir le plus longtemps possible. Ça va être également le cas d'Erdogan lors des prochaines élections en juin 2023, et aussi de voir comment on peut avancer en front commun, ensemble, en gardant le pouvoir le plus longtemps et en muselant la population. Donc ce sont des techniques d'autocrates qui sont les mêmes, et en général, ces personnes-là se réunissent sur le terrain international parce qu'ils ont les mêmes envies, les mêmes ambitions. Ils ont les mêmes ambitions, mais pas forcément les mêmes objectifs. C'est ça qui est assez compliqué de temps en temps à comprendre. Mais ils s'accordent, voilà, comme on le voit sur le plan économique, par exemple, pas forcément sur le plan politique, où la Chine n'a jamais officiellement condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qui, au Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, prône un cessez-le-feu. Donc, c'est une position toujours ambivalente pour dire oui, je ne soutiens pas officiellement la Russie, mais tout de même, on garde quelques liens économiques et assez importants. Oui, en fait, je pense qu'il y a aussi deux autres facteurs. Il y a un facteur de génération. Hein. Xi Jinping et Poutine appartiennent à la même génération. Et paradoxalement, ils sont assez âgés, mais ils ont le temps devant eux pour élaborer une stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas liés à des élections. Le seul... on a vu que Xi Jinping, en octobre 2022, avait verrouillé le Parti communiste chinois, et notamment, c'était à peu de chance d'être destitué, sauf erreur catastrophique, erreur qu'il ne veut pas commettre, sans doute par rapport... Parce que le pouvoir chinois est encore un pouvoir collégial, comme l'était le pouvoir soviétique. Poutine est plus un monarque, au sens étymologique du terme. Mais les deux, contrairement aux démocrates, et les démocraties, c'est ce qui fait à la fois leur fragilité et leur beauté, c'est qu'un président des États-Unis peut élaborer une stratégie sur 5 ans. Mais ensuite, M. Biden, soit il reste, soit c'est son parti qui va l'emporter, ou un autre. Donc, et on sait par exemple que pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait beaucoup misé sur la défaite de Roosevelt aux élections présidentielles de 1940. Et il en avait voulu à Mussolini d'avoir attaqué la Grèce sans lui dire, parce qu'il voulait quelques lauriers militaires, parce que ça risquait de compromettre justement la défaite qu'il souhaitait de Roosevelt. C'est ça. Donc on le voit en effet, ils ont le temps à chacun. Juste, excusez-moi, j'ai dans ma tête, il faut que je dise. Allez-y, non mais n'hésitez pas. Allez-y, on est là pour ça. Merci, mes chers amis. C'est juste un mot, j'ai lu, je ne me souviens pas où, mais ça me restait dans la tête parce que j'étais frappée. En tout cas, c'était une idée de la part de la Chine de garder 5 pays forts, puissants au monde. Et tous les autres vont obéir à leur régiment. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer, d'aller contre ou se proposer quelque chose d'autre. Et je ne me souviens pas le source, j'essaie de trouver, mais ça m'a frappé. Je me suis dit, mais attendez, les amis, où est-ce que nous allons, en fait, nous tous ensemble, bien sur sûr, la planète Terre. L'objectif de Xi Jinping, c'est 2049, la Chine, première puissance du monde dans tous les domaines. Et surtout aussi une Chine unique. Centenaire de la victoire de Mao Tse-tung, 2049. 2049, il a peu de chances d'être encore en vie, mais il travaille pour l'avenir, c'est-à-dire pour ce qu'il estimait devoir être l'avenir de la Chine. Donc tous les objectifs économiques, les routes de la soie, l'augmentation incroyable de la marine chinoise qui en 3 ans a construit plus de bateaux que les États-Unis pendant les 4 ans de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, tout ça, c'est lié alors à la fois des objectifs stratégiques régionaux comme Taïwan, comme sans doute aussi mieux contrôler le détroit de Malacca, qui est le grand détroit au monde où circulent 70% des marchandises. Donc il y a une vision stratégique qui nous échappe un peu à nous, Européens, mais qui n'échappe pas aux Américains, qui est la vision sur le Pacifique. Bien sûr. Et ce que souhaitent les Chinois, c'est que les Américains soient englués un peu plus en Ukraine, parce que dès le moment où les Américains, contrairement à ce qu'avait souhaité M. Biden, quand les Américains auront engagé le premier GI, si jamais, ou l'OTAN en Ukraine pour aider l'Ukraine, parce que l'Ukraine, mine de rien, c'est très confortable pour les Occidentaux. Les Ukrainiens se battent, ils ont beaucoup de pertes, mais ça va durer combien de temps? Donc il y a un moment que guette M. Xi Jinping, c'est le moment où les Américains vont être obligés de s'engager davantage en Ukraine, et du coup, lui, il va peut-être en profiter pour
faire main basse sur Taïwan. Voilà. Rappelons-le, sa politique de la Chine unique, hein, c'est vraiment ça. Un dernier mot sur ce sujet de Israël Kov. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, le commerce bilatéral entre la Chine et la Russie marche très fort, hein, même depuis le début de la guerre en Ukraine. Clairement, aujourd'hui, si la Chine arrêtait de commercer avec la Russie comme nous le faisons, nous, par rapport à la Russie, est-ce que ça voudrait dire que Vladimir Poutine n'aurait presque plus aujourd'hui de moyens de... Je pense que c'est un scénario qui ne va pas arriver pour une seule et simple raison. Quand dans les yeux de Xi Jinping, si jamais il accepte ce scénario-là, ça voudra dire qu'il est un peu plié sous menace, sous pression de l'Occident. Il faut bien le rappeler qu'effectivement, le régime chinois il est aussi contre l'Occident. Il est aussi dans sa rhétorique vise beaucoup les États-Unis. Donc effectivement, oui, si jamais on peut imaginer que Vladimir Poutine sera laissé sans importations de la part de la Chine, sans cet argent-là, effectivement, donc la guerre sera peut-être finie, mais pour l'instant, il y a encore une belle route à faire avant que ce scénario soit la réalité. Ce sont des compagnons de route, en effet. Macha, justement, il faut surveiller de très proche cet appel, parce que si Xi Jinping a ces ambitions-là, Poutine sera, à mon avis, pour gagner ses ambitions, son but, il sera prêt à tout. Et on sait que c'est un grand menteur et manipulateur, même s'ils sont très amis et mutuellement respectueux. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif, parce que s'il va promettre quelque chose à Xi Jinping et l'autre, il va penser à ça, et puis... Où est-ce qu'on va arriver avec cette question-là? Militairement, enfin, la Chine sait que la Russie est en grave difficulté sur le terrain. Donc ils peuvent utiliser aussi Poutine pour quelque chose. Je ne pense pas qu'ils se mêleront. Non, ils n'ont pas forcément d'intérêt militairement, en tous les cas. Il faut le poser la question, de quoi a-t-elle besoin, la Chine, de la part de la Russie? Et ça, c'est le pétrole qui est pas cher, et pour l'instant, elle l'a très bien, donc elle n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Rapidement, pour terminer, s'il vous plaît. Donc, est apparu à Hambourg, dans un grand contrat sur le port de Hambourg, et puis d'autres en Allemagne. La Chine ne veut pas compromettre sa situation en Europe occidentale au plan commercial, mais justement, cela lui donne du poids au plan diplomatique, parce que si jamais, comme le suggérait le président Steinmeier, la Chine était... le monsieur Xi Jinping était le monsieur bons offices comme monsieur Erdogan entre les États-Unis et la Russie, là ce serait tout bon pour eux.